OK, on se retrouve pour la deuxième partie en lien avec la stoichiométrie. Je repars avec le tableau qu'on avait fait. En fait, ce que je peux vous suggérer de faire, c'est de venir écrire ici en haut que ça va faire partie de l'exemple 1 qu'on va faire ensemble. Donc, on va reprendre l'équation qui est là, puis on va travailler directement avec les valeurs de notre tableau. Donc, je vais changer tout de suite. Vous allez voir ce que je veux dire par là. C'est que, bon, voyez-vous, mon exemple 1 en lien avec les calculs, c'est la même équation, sauf qu'on a besoin des valeurs qu'on a écrites dans le tableau. Fait que ce que je vous suggère de faire, c'est de vous écrire exemple 1, peut-être juste en haut de votre tableau. Et là, nous, on va avoir les questions A, B, C, je ne me rappelle plus, peut-être D, en lien avec justement les calculs pour cette équation-là. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est d'écrire, là, je vais le lire avec vous, c'est d'écrire l'énoncé. Et après ça, je vais faire le calcul avec vous, puis vous allez faire votre calcul juste en dessous ici de votre énoncé. Ensuite, une fois que le calcul va être fait, ben là, on va venir écrire le B, le C, puis on va passer au prochain exemple. Donc, en fait, on fait le A ensemble, on fait le calcul ensemble, puis ensuite, on passe au prochain. Donc, la première question, ici comme donc, je vous fais juste vous rappeler, la stoichiométrie, on s'est dit que ça nous permettait de trouver des quantités, de prédire des quantités, soit de réactifs ou de produits, pour une réaction chimique. Donc là, ici, la question qu'on nous pose, c'est combien de moles de dioxygène sont produites si on a produit 80 moles d'eau. Donc là, vous écrivez l'énoncé et on se retrouve là juste après, puis je vais faire le calcul avec vous, puis je vais vous montrer exactement ce que je veux comme démarche. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran. J'espère que ça va être assez clair. Donc, je vais juste vous expliquer. Ici, vous avez le tableau qui est caché. Bon, là, c'est un peu caché en haut, mais avec l'équation qui se retrouve ici, là, celle de l'exemple 1, j'ai remis le tableau qu'on avait créé en lien avec le nombre de moles et la masse. Et là, ici, j'ai la première question à laquelle on doit répondre. Je vais faire la démarche de calcul ici à côté. Vous allez voir, ça ne prend pas beaucoup de calcul, mais ça prend plus de la réflexion parce qu'on doit réfléchir à qu'est-ce qu'on veut trouver et quelle quantité on veut comparer. Donc, on y va avec ça. Je fais le calcul, puis après ça, vous me mettez sur pause pour prendre la démarche en note. Donc, ce que je vais faire, je vais juste écrire ici que c'est pour l'exemple 1A. Donc, on nous demande combien de moles de dioxygène sont produites si on a produit 80 moles d'eau. Alors là, première chose que je dois réfléchir, c'est en lien avec le tableau qu'on s'est construit. Dans la question, qu'est-ce qu'on veut comparer? On nous dit clairement, je vais me sortir un crayon fluo, on nous dit clairement qu'on veut comparer un nombre de moles de dioxygène avec un nombre de moles d'eau. Hein, c'est les deux quantités qu'on doit comparer. Maintenant, ce que je vais aller faire, c'est que dans mon tableau en haut, je vais venir me mettre en évidence ces deux quantités-là. Donc, je veux comparer un nombre de moles d'oxygène, je viens me l'encercler, avec un nombre de moles d'eau. Ça, c'est les deux quantités dans mon tableau théorique. Ce que ça veut dire, c'est que si je fais réagir, en fait, si je produis 2 moles d'eau, automatiquement, j'ai une mole d'oxygène. Mais ça, ce n'est pas mes quantités réelles selon le contexte du problème. Alors, on va se faire une comparaison. On y va tout de suite. Donc, selon mon tableau, quand j'ai 2 moles de H2O, je produis en même temps 1 mole de dioxygène. Ça, c'est mon tableau qui me dit ça en haut. Sauf que ce ne sont pas les quantités réelles. Quand on lit le problème, on veut savoir combien de moles de dioxygène. Donc, je cherche combien de moles de O2 je vais produire en réalité si moi, j'ai produit 80
mol de H2O. Donc, ce qui est vraiment important, si on regarde à l'écran ici, ma première ligne, c'est toujours celle qui est en lien avec mon tableau. C'est les valeurs théoriques. La deuxième ligne, c'est en lien avec mon problème. Donc, la deuxième ligne que je me construis est vraiment en lien avec les quantités de mon problème. Je vais toujours avoir un inconnu sur ma deuxième ligne, tout le temps. Puis, je vais avoir une valeur qui est connue, c'est celle qui est donnée. Ensuite, c'est important de venir écrire les substances qui sont impliquées. Je compare le H2O avec le O2. Donc, quand je vais venir faire ma deuxième ligne, je dois mettre le H2O vis-à-vis le H2O. Je ne peux pas inverser, là. Sinon, ça n'a pas de sens. Il faut que je compare des pommes avec des pommes puis des bananes avec des bananes. Autrement, si j'inverse ça, ça n'a plus de sens. On remarque que maintenant, si je veux trouver ma valeur inconnue, qu'est-ce que je dois faire? Ben, c'est une proportion, un produit croisé. Vous pouvez calculer ça directement sur votre calculatrice. Donc ici, si on fait 80 fois 1 divisé par 2, donc là, on peut le faire dans notre tête, on trouve la valeur qui est de 40 mol de... Donc ça, c'est pour la lettre A. Maintenant, pour le B, toujours avec la même équation chimique. Donc on nous demande maintenant quelle est la masse de peroxyde. Donc là, on nous précise que c'est du H2O2 qui doit être utilisé pour produire 8 mol d'eau. Encore une fois, je vous laisse le temps de l'écrire. Puis ensuite, on fait le calcul ensemble. Pour le B maintenant, je vais utiliser une couleur différente pour aller dans mon tableau, donc pour faire le lien, parce qu'on va devoir comparer les nouvelles quantités. C'est toujours la même équation chimique, donc on travaille toujours avec le même tableau. Donc si on regarde pour le B et qu'on lit l'énoncé, je vais juste me sortir mon crayon fluo, mettons que je prends du vert cette fois-ci. Donc on nous demande de trouver la masse de peroxyde qui doit être utilisée pour produire des mols d'eau. Donc là, je vais venir me mettre en fluo dans mon tableau en haut les quantités des substances que je dois comparer. Donc, je dois comparer une masse de peroxyde. Mon tableau, lui, on a indiqué qu'on avait 68 grammes de peroxyde. Ça veut dire que si je fais réagir 68 grammes, je veux comparer une masse de peroxyde avec un nombre de mols d'eau. Donc, les deux quantités que je dois comparer, c'est les quantités théoriques selon mon tableau. C'est la première ligne qui va me servir de comparaison dans mon calcul. Donc, ici, je vais venir m'écrire. Si, dans un monde parallèle, je faisais réagir 68 grammes de peroxyde, donc de H2O2, automatiquement, je vais produire 2 mols de H2O. Sauf que, dans mon contexte, et là, c'est là que je vais écrire ma deuxième ligne, je ne veux pas produire 2 mols, moi, je veux en produire 8. Donc, si je veux produire 8 mols, quelle est la masse de peroxyde? Donc, ici, ce que ça veut dire quand je viens écrire, moi, je vais faire réagir. En fait, je veux produire 8 mols d'eau. Alors, je cherche la masse de peroxyde que je dois faire réagir pour produire mon 8 mols. Alors là, si on y va juste de façon logique, sans même faire de calcul, on s'est dit selon notre tableau que 2 mols, c'est 68 grammes. Je veux produire 8 mols d'eau. C'est sûr que je vais avoir besoin de plus que 68 grammes. Donc, logiquement, je devrais être capable de faire ce lien-là. Donc, ce que ça veut dire, si on est capable de le réfléchir comme ça, on va être capable de contre-vérifier ou de valider si notre valeur fait du sens quand on va la calculer. Donc là, on devrait avoir une masse qui est plus grande que 68. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est 8 fois 68 divisé par 2 mols. Donc je vais calculer ça. Si je ne me suis pas trompé, j'arrive avec une masse de 272 grammes de H2O2. Donc il va nous rester maintenant le troisième calcul à faire pour cette même équation-là. Pour la lettre C, on nous demande quelle masse de peroxyde doit être utilisée pour produire 85 grammes de dioxygène. Encore une fois, je vous laisse le temps d'écrire l'énoncé, puis on se retrouve pour le calcul. Pour le dernier calcul, on va lire l'énoncé, on va aller dans notre tableau pour venir cibler les éléments à comparer. Donc, on nous demande quelle masse de peroxyde. Donc, encore une fois,
on doit comparer une masse de peroxyde pour produire 85 grammes de dioxygène. Je m'en vais dans mon tableau. Là, j'ai encerclé, j'ai déjà mis en fluo certaines valeurs. Là, ça peut devenir un peu mêlant. Donc là, je vais me servir de petits symboles. Je vais faire un petit point de couleur à côté des quantités que je veux venir comparer dans mon tableau. Donc, selon mon énoncé, je veux comparer une masse de peroxyde avec une masse de dioxygène. Maintenant, je me suis créé un espace pour être capable de faire mon calcul pour le C. Selon mon tableau, maintenant, je vais pouvoir me créer ma première ligne. Si je fais réagir 68 grammes de peroxyde, je vais produire, selon mon tableau, 32 grammes de O2. Maintenant, moi, je ne veux pas produire 32 grammes de O2, je veux en produire, selon mon énoncé, ma question, c'est 85 grammes. Je viens mettre les quantités pour la même molécule une en dessous de l'autre. Donc, je veux produire 85 grammes de O2. Quelle va être la masse de peroxyde que je vais devoir utiliser? Même principe, on fait une proportion. Donc, 85 fois 68 divisé par 32. J'arrive avec une masse de peroxyde qui est équivalente à 180,62,5, donc 0,625 grammes de H2O2. Donc, pour garder un peu de précision, si, là, vous voyez, quand je l'ai calculé, je suis arrivé à 3 chiffres après la virgule, alors je les garde. Si j'avais eu plus de décimales, je me garde toujours un maximum de 4 chiffres après la virgule, mais on n'arrondit pas plus que ça, parce qu'on veut garder une certaine précision. Donc, c'est 4 chiffres après la virgule. C'est sûr que si on calcule, puis on arrive à un nombre entier, comme ici le numéro en bas, mais à ce moment-là, on le laisse comme celui-là. Donc, avant de passer au prochain exemple, je vais juste rappeler que la première étape, c'est toujours de balancer notre équation. Ensuite, on vient se créer un tableau, puis on se fait deux lignes pour le nombre de moles et la masse. Ça ne veut pas dire qu'on va utiliser toutes les quantités qu'on a mises à l'intérieur de notre tableau, mais on a toutes les valeurs pour toutes les possibilités de calcul. Et une fois qu'on a fait ça, on vient regarder dans l'énoncé les quantités qu'on doit comparer, puis ensuite on se crée une première ligne en lien avec les informations de notre tableau. On vient se créer une deuxième ligne. Sur notre deuxième ligne, il va toujours avoir un inconnu. C'est la chose qu'on cherche. Puis il va toujours avoir une valeur connue, puis celle-là, elle est donnée dans le problème. Tout le temps, tout le temps. Et ensuite, on fait notre calcul, ça revient à faire un produit croisé, c'est une proportion. Donc ça, c'est pour le premier exemple. Exemple 2. Donc on nous demande combien de moles de trioxyde de dibore sont nécessaires pour former 25 moles d'acide borique. Et là, on nous met l'équation de l'acide borique. Donc là, je vais juste vous rappeler, on a vu la nomenclature ensemble. Donc le trioxyde de dibore, je considère que vous savez à quelle molécule on fait référence. Donc si je ne vous mets pas la molécule ici en parenthèse, ça veut dire que vous êtes capable de la déduire, la formule chimique de cette molécule-là. Ici, l'acide borique, ça, on n'a pas vu ça. Donc c'est sûr que là, on peut le déduire aussi un peu, là, mais là, ici, je vous l'ai mis. Donc écrivez l'énoncé. Après ça, on va s'écrire l'équation, on va s'assurer qu'elle est balancée, on va remplir le petit tableau ensemble, on va se le construire. Et puis ensuite de ça, eh bien, on va voir les questions. En fait, on va répondre à la question. Pour le deuxième exemple, on nous dit combien de moles de trioxyde de dibore. Donc là, première chose, ce qu'il faut se rappeler, c'est de notre nomenclature. Donc le trioxyde de dibore, la molécule à laquelle on fait référence dans l'équation, c'est celle-là. Donc, on veut savoir combien de moles de trioxyde de dibore sont nécessaires pour former 25 moles d'acide borique. Donc, on va comparer des quantités pour ces deux molécules-là. Avant de faire quoi que ce soit, ce qu'il faut faire, c'est de trouver, c'est de balancer notre équation et ensuite, on va se faire notre petit tableau
mol-masse pour être capable de trouver et de comparer les quantités. OK, donc mon équation balancée ressemble à ça. Donc j'ai besoin de 1 mol de B2O3 qui réagit avec 3 mols de H2O pour former 2 mols de H3BO3. Une fois que ça c'est fait, on va se tracer notre tableau. Donc vous allez voir que j'y vais vraiment à main levée. Hein? La beauté, on s'en fout un petit peu. Donc mon but, c'est de me faire 3 cases, 3 colonnes, une colonne pour chaque molécule. Donc ici, je vais avoir une ligne pour le nombre de moles, puis une ligne pour la masse. OK. Le nombre de moles est donné directement par mes coefficients. Donc, 1 mol de B2O3 avec 3 mols de H2O me donne 2 mols d'acide borique. Maintenant, ce que je dois faire, c'est de trouver la masse pour 1 mol de B2O3, de 3 mols de H2O et de 2 mols de H3BO3. Donc, je vais les calculer, puis on se revoit juste après. Donc, je suis arrivé à 70 grammes pour 1 mol. Comment j'ai fait? J'ai 3 atomes d'oxygène à 16 grammes par mol chacun. Ensuite, j'ai 2 atomes de bore. Et ce que je fais, c'est que je multiplie 3 fois 16 plus 2 fois la masse molaire pour le bore. Là, je ne me rappelle pas par cœur, mais quand j'additionne ça, ça me donne 70 grammes. Ensuite, pour l'eau, donc ici, oxygène 16 plus 2 fois 1. Donc là, ça me donne 18, mais 18 fois 3, parce que le 18, c'est pour 1 mol, 18 grammes pour 1 mol d'eau, mais moi, j'en ai 3. Donc, je multiplie 18 fois 3, ça me donne 54. Et ensuite, je fais le même processus ici. Donc, je vais trouver la masse pour 1 mol, qui va me donner 112 grammes, pas 112, là. En fait, je trouve la masse pour 1 mol, et je fais fois 2, ça me donne 124. Si on veut vérifier que notre équation soit bien balancée, on peut additionner nos deux masses de réactifs, dans ce cas-ci, 70 plus 54, et on peut vérifier, ça nous donne bien 124. Je vous rappelle que moi, j'utilise les masses molaires arrondies. Ça nous simplifie un petit peu la vie. Une fois qu'on a fait ça, on va relire notre équation, notre énoncé, et on va aller comparer les valeurs, en fait, les quantités qu'on doit comparer. Donc, on nous dit combien de mols. Donc, on cherche un nombre de mols de trioxyde de dibore. Je vais aller me faire un petit point dans mon tableau que je me suis fait. Je cherche un nombre de mols de trioxyde de dibore qui sont nécessaires pour former un certain nombre de mols d'acide borique. Donc, j'ai mis en évidence les deux quantités que je dois comparer. Je vais venir faire mon calcul maintenant. Donc ici, je pars avec ce que mon tableau me dit. Mon tableau me dit que si j'ai 1 mol de B2O3, je vais produire 2 mols de H3BO3. Sauf que moi, je ne veux pas produire 2 mols d'acide borique, je veux en produire 25 selon l'énoncé. Donc, je vais venir mettre en dessous, sur ma ligne d'en bas, la quantité que je veux avoir et je viens chercher, donc là je vais mettre un X à la place d'un point d'interrogation, le nombre de mols de B2O3 que je veux avoir, que j'ai besoin d'utiliser pour former mes 25 mols. Encore une fois, on fait un produit croisé. Dans ce cas-là ici, le calcul est peut-être un peu plus simple à faire. Donc ça revient à faire 25 fois 1 divisé par 2. On vient trouver que notre nombre de mols est égal à 12,5 mols de B2O3. Et là, c'est très important, je vous rappelle, de m'indiquer dans vos calculs, c'est des mols de quoi à chaque fois, puis même dans votre réponse. Il faut me dire que c'est des mols de quoi. Ou une masse, dans le cas où on avait calculé une masse, ça aurait été un nombre de grammes de quoi. Ça, c'est important de l'écrire. Donc, c'est tout pour l'exemple 2. On va passer maintenant au troisième exemple.
Pour l'exemple 3, donc on nous dit le dichlorométhane du CH2Cl2 se produit à partir de l'équation suivante. Donc, c'est du CH4 qu'on fait réagir avec du Cl2 pour produire notre dichlorométhane et de l'acide chlorhydrique, de HCl. Donc, encore une fois, mettez-moi sur pause. On va vérifier ensemble que l'équation est bien balancée, puis on va se créer notre petit tableau pour faire notre calcul de stoichiométrie, puis ensuite, on va répondre aux questions. Donc, j'ai fait mon tableau. Puis encore une fois, c'est pas la beauté qui compte, c'est vraiment les informations qu'on met à l'intérieur. Et pour ce qui est de la stoichiométrie, quand on fait un tableau comme ça, puis on le remplit, ça fait office de données dans un DECR. Donc, dans un contexte d'examen où vous devez faire un calcul de stoichiométrie comme ça, si vous me faites un tableau, vous le remplissez, puis vous faites votre calcul avec les proportions, c'est suffisant pour que ce soit considéré comme une démarche complète. Donc, le DECR, la partie données, là, est inclus là-dedans. Donc, allons-y pour la ligne pour le nombre de moles. Donc, on se fie encore une fois sur nos coefficients. Fait que si j'ai une mole de CH4 qui va réagir avec 2 moles de Cl2, ça va donner une mole de dichlorométhane et 2 moles de HCl. Maintenant, si on y va avec la masse, le CH4, donc là, moi, c'est sûr que je le connais par cœur, mais sinon, on se rappelle qu'on doit aller dans le tableau périodique. Ce qu'il faut faire, si on part en arrière, donc c'est 4 fois l'hydrogène qui vaut 1 et une fois le carbone qui vaut 12. Donc, ça veut dire qu'on est rendu à 16. Maintenant, le chlore, un atome de chlore, c'est 35,5 grammes, mais là, j'en ai deux. Donc, 2 fois 35,5, là, si j'arrondis, je suis à 71. Et là, je ne dois pas oublier que c'est pour une seule mole, le 71, mais j'en ai deux. Donc, 71 fois 2, j'arrive à 142. Ensuite, là, je vais compléter là, avec le HCl. Donc, le chlore, 35,5. L'hydrogène vaut 1. Donc, c'est 36,5 fois 2. Ça me donne 73. Puis finalement, le dichlorométhane, Cl2, ici, le Cl2 au complet vaut 71, donc 2 fois 35,5, plus les deux qui sont ici, donc 2 fois 1, donc 71, plus 2, je suis rendu à 73, plus les 12 qui sont ici pour le carbone, donc je suis rendu à 85. Maintenant, si on veut vérifier si ce qu'on a fait est bon, ben on vient additionner 16 plus 142, ça me donne ici 154. Là, ça, c'est pas obligatoire, ça fait pas partie des démarches, mais ça nous permet de valider si ce qu'on a fait, c'est bon. Et après ça, on peut venir additionner le 85 avec le 73. Ça nous donne aussi 158. Donc, je sais pas, j'ai dit 154, mais c'est bien 158. De chaque côté, la masse de nos réactifs est égale à la masse totale de nos produits. On a bien balancé notre équation. On va pouvoir répondre à la première question de stoichiométrie. Première question qu'on nous pose. Combien de moles de chacun des réactifs faut-il pour obtenir 510 grammes de dichlorométhane? Donc, vous pouvez me mettre sur pause, écrivez l'énoncé, puis ensuite, on va faire notre calcul. On me demande combien de moles de chacun des réactifs faut-il pour obtenir 510 grammes de dichlorométhane. Donc, en fait, ici, ça va devoir se faire en deux temps. Donc, pour le A, j'ai besoin de faire deux calculs différents. Donc, le premier calcul, ça va être pour trouver le nombre de moles, petit n, donc c'est le symbole du nombre de moles, de CH4. Très important de numéroter et de titrer nos calculs. Comme ça, moi, ça me permet de voir que vous avez compris ce qu'il faut calculer. Et la deuxième étape de calcul, ça va être de trouver le nombre de moles de notre deuxième réactif, qui va être le nombre de moles de Cl2. Donc, allons-y pour notre premier calcul. Si on s'en va maintenant dans notre énoncé, on veut trouver un nombre de moles de notre réactif. Dans ce cas-ci, notre premier réactif, c'est le CH4. Je vais venir me mettre une petite tache de couleur pour le CH4 vis-à-vis le nombre de moles que je veux comparer avec quoi? Ben ici, on nous parle d'une masse de dichlorométhane. Donc, je vais venir me mettre un petit point vis-à-vis la masse pour le dichlorométhane. Donc, je vais pouvoir faire mon premier calcul. Mon premier calcul, selon mon tableau, je peux construire la première ligne pour ma proportion. Donc, si
j'utilisais les données de mon tableau. Ça veut dire qu'une mole de CH4 va produire 85 grammes de CH2Cl2. Sauf que moi, je ne veux pas produire 85 grammes. Selon l'énoncé, moi, je veux en produire 510. Donc, je vais venir vérifier ici pour 510 grammes de CH2Cl2, combien de moles de CH4 je vais avoir besoin. Donc, 510 fois 1 divisé par 85, ça va me donner mon nombre, mon nombre de moles, excusez, de CH4. Donc, je suis arrivé, en faisant mon calcul, si je ne me suis pas trompé, à 6 moles de CH4. Maintenant, je vais pouvoir faire la deuxième étape de mon calcul. Donc, encore une fois, c'est un peu le même principe. On veut trouver le nombre de moles, mais cette fois-ci de notre... Oups, je fais du fluo. Notre nombre de moles de notre deuxième réactif, comparé, encore une fois, avec la masse de dichlorométhane. Donc, faisons ce calcul-là. Première ligne, toujours en lien avec les quantités qui sont dans notre tableau. Donc, si j'avais 2 moles de Cl2, je pourrais produire 85 grammes de CH2Cl2. Sauf que moi, je ne veux pas produire 85 grammes, je veux en produire 510. Je cherche le nombre de moles de Cl2. Donc ici, j'arrive avec 12 moles, quand je fais mon calcul, de Cl2. Avant de passer à la lettre B, je veux juste qu'on comprenne, qu'on réfléchisse à quelque chose. Ici, si on regarde, je veux qu'on fasse un lien avec déjà les coefficients qu'il y avait pour nos deux réactifs. Selon les coefficients, dans une réaction simplifiée comme celle-là, j'ai besoin d'une mole de CH4 et de 2 moles de Cl2. Donc, si on le réfléchit, j'ai toujours besoin de 2 fois plus de chlore, de dichlore, que de méthane, de CH4, pour être capable de faire la réaction. Ici, si je veux produire 510 grammes et que j'ai trouvé que j'avais besoin de 6 moles de CH4, ben, logiquement, on pourrait réfléchir, on a besoin de toujours 2 fois plus de chlore, de dichlore. Donc, si j'avais besoin de 6 moles ici, ben, je pourrais déduire que j'en ai besoin de 2 fois plus pour le chlore. Donc, c'est ça la stoichiométrie. Hein? C'est vraiment des rapports, c'est des proportions. Et ici, c'était vraiment pour vous montrer, là, visuellement, on voit qu'il y a vraiment un rapport de 2. Hein? J'ai besoin de 2 fois plus de chlore que de CH4. Pour le B, quelle masse de chlorure d'hydrogène, donc le HCl, obtient-on après la réaction? Donc ici, je veux juste qu'on comprenne bien, là, après la réaction qu'on a fait ici en haut pour obtenir le 510 grammes de dichlorométhane. Donc, je vous laisse le temps d'écrire l'énoncé, et puis après ça, on se voit pour le calcul. OK, pour la lettre B, on nous demande la masse de chlorure d'hydrogène après la réaction. Donc là, on fait référence à la question A. Il y a plusieurs façons de faire ce numéro-là. On pourrait travailler avec les 6 moles ou les 12 moles de Cl2, hein, les 6 moles de CH4 qu'on a trouvé, ou les 12 moles de Cl2. Mais moi, je vais encore travailler avec mon tableau. Donc, le truc pour moi, c'est toujours revenir au tableau pour faire nos comparaisons. On veut savoir après la réaction. Nous, ce qu'on sait, après notre réaction, ben, on a produit 510 grammes de dichlorométhane. Donc, ce que je veux faire, c'est venir comparer, encore une fois, une masse de dichlorométhane, mais cette fois-ci avec une masse de chlorure d'hydrogène, de HCl. Donc, je vais me créer ma première ligne en lien avec mon tableau, puis après ça, je vais pouvoir faire mon calcul. 85 grammes de CH2Cl2 me donne 73 grammes de HCl. Quelqu'un pourrait me... En fait, je pense aux questions qu'on pourrait me poser. Est-ce qu'on pourrait les inverser? Est-ce qu'on pourrait mettre 73 grammes de HCl est égal à 85 grammes de CH2Cl2? Et la réponse, c'est oui. La seule chose qu'il va falloir faire attention, c'est quand on fait notre deuxième ligne, de mettre les quantités pour les mêmes molécules, une en dessous de l'autre. C'est toujours important de mettre, par exemple, le H2Cl2
de CH2Cl2 en dessous de CH2Cl2, parce qu'on veut comparer les mêmes choses. Donc ici, moi, je produis combien dans ma réaction complète? C'est 510 grammes de CH2Cl2. Et là, moi, je cherche la masse de HCl qui va être produite dans cette réaction-là. Une masse de 438 grammes de HCl. Donc, on va s'arrêter là. J'ai un dernier exemple qui va faire l'objet d'une autre capsule. Mais pour le début de la stoichiométrie, je pense que c'est suffisant là, pour un peu comprendre où on s'en va avec ce genre de problème-là.